Bonjour, je suis le professeur Rachel Lévy et je suis chef du service de biologie de la reproduction SECOS à l'hôpital Tenon à Paris. Et dans le cadre du MOOC, la prévention des risques environnementaux chez la femme enceinte et le jeune enfant, nous allons parler d'épigénétique et transmission intergénérationnelle. Alors ce que l'on sait, c'est que l'environnement et le mode de vie, c'est-à-dire le sommeil, le stress, l'anxiété, l'obésité, les désordres métaboliques, l'activité physique ou la sédentarité, peuvent avoir un effet sur les spermatozoïdes et sur les ovocytes, mais également un effet sur l'embryon préimplantatoire, celui qui va s'implanter, mais au cours également du développement fœtal, en particulier au moment de la différenciation gonadique, c'est-à-dire au moment où vont se différencier les futurs testicules et ovaires. Jusqu'à la naissance. Et cet effet, il va se prolonger même jusqu'à l'âge de 2 ans. On appelle l'ensemble des 9 mois de vie in utero plus les 2 premières années de vie les 1000 premiers jours. Et c'est une période critique d'exposition. Une autre période très importante qui la jouxte, c'est la période pré- et périconceptionnelle, les 100 jours qui préparent les 1000 jours. Et enfin, il y a un intérêt tout particulier à la période qui précède la puberté. Alors, ce que l'on sait, c'est que selon la DOAD, origine développementale de la santé et des maladies de l'adulte, un événement très précoce peut avoir un effet sur le développement embryonnaire, le développement fœtal, mais également sur la croissance fœtale, avec un effet qui se manifestera plus tard, après la naissance, à l'âge adulte, avec la survenue de différents types de pathologies. Alors, selon ce concept d'origine développementale de la santé et des maladies de l'adulte, un environnement précoce inadéquat, associé à un dysfonctionnement du placenta, va avoir un impact sur cette croissance fœtale. Alors, cette croissance fœtale, elle va être altérée. On parle de programmation fœtale, mais déjà programmation embryonnaire. Et l'embryon va réagir en fonction de son environnement, selon un mode économe, c'est-à-dire qu'il va s'adapter en fonction de cet environnement. On parlera de réponse adaptative en fonction de l'environnement, prédictive, parce que cette réponse, elle va se manifester ensuite après la naissance. Le type de modification que l'on observe, ce sont des altérations de structure ou de fonction de différents types de cellules, comme les cellules du pancréas, les adipomyocytes, les cardiomyocytes ou les cellules du rein ou du foie. Alors, ce qui est important, c'est que l'acte 2, c'est-à-dire ce qui se passe après la naissance, va ou pas survenir. Ce qui risque de se manifester si l'environnement après la naissance est toujours inadéquat, c'est la survenue de ce qu'on appelle les maladies chroniques de l'adulte ou non-communicable disease, comme le cancer, l'obésité, l'hypertension ou les maladies cardiovasculaires ou encore la fertilité, car oui, santé métabolique et santé reproductive sont étroitement liées. Et les spermatozoïdes et les ovocytes dans tout ça, ils vont être à la fois la cible de cette DOAD, mais également le vecteur des marques épigénétiques qui pourront être transmises à la génération suivante. Alors, c'est quoi l'épigénétique? Selon Conrad Waddington, c'est l'étude des changements héréditaires dans la fonction des gènes sans altérer la séquence de l'ADN. On distingue 3 mécanismes épigénétiques principaux qui sont la méthylation de l'ADN, les modifications des histones et les ARN non codants. Et ce qui est important, c'est que ces marques épigénétiques régulent l'expression des gènes et sont en constante interaction avec l'environnement. Alors, important parce que cette programmation ou reprogrammation épigénétique, vous allez voir qu'elle survient essentiellement en périconception. Première étape, au moment où les futures cellules germinales primordiales vont gagner les futurs ovaires et futurs testicules, on va avoir une déméthylation, une chute brutale mais pas totale de la méthylation de l'ADN, et on va avoir une reméthylation qui va fonctionner de façon différente selon que c'est un petit garçon ou une petite fille. Chez le garçon, cette reméthylation sera essentiellement remise en place avant la naissance,
mais on observera des modifications des marques épigénétiques au moment de chaque cycle de spermatogénèse. Au contraire, chez la petite fille, eh bien, cette reméthylation des novos, elle aura lieu à la folliculogénèse et à la folliculogénèse au niveau de chaque cycle. Passons maintenant à ce qui se passe après la fécondation, au moment où se forment les deux pronucléi. Eh bien, là encore, on va avoir une déméthylation des deux pronucléi féminins et masculins et une reméthylation progressive à partir du stade de blastocyste, c'est-à-dire à partir du stade de 6 jours. Notez que cette déméthylation et reméthylation ne concerne pas les gènes soumis à empreinte. Vous voyez donc que cette reprogrammation épigénétique, elle survient en plein au moment où sont formés et produits les futurs spermatozoïdes et ovocytes qui interviendront dans la fécondation et au moment où se développe le jeune embryon. Alors, ces marques épigénétiques, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Eh bien, on va retrouver l'alimentation, l'activité physique, bien sûr, toutes les addictions, mais aussi on va trouver les émotions avec un effet plutôt bienveillant, positif d'émotions positives comme le bien-être et au contraire un effet plutôt délétère du stress. Et puis il y a les 40 000 milliards de bactéries qui constituent le microbiote et qui interagissent en continu avec notre environnement et avec les marques épigénétiques. Alors il y a des caractéristiques de cette marque épigénétique qu'il faut connaître, le dimorphisme sexuel, différence garçon-fille. Les fenêtres d'exposition, l'impact se fait au cours de cette fenêtre, à l'intérieur de la fenêtre et pas à l'extérieur. Le tissu cible, certains tissus en particulier sont concernés. La plasticité, c'est-à-dire l'évolution en fonction de l'environnement. Et quelque chose qui nous interroge, c'est-à-dire la courbe en U, qui fait que cet effet peut être visible à très faible dose et qu'on va observer un effet important à ces doses minimes avec un effet au moins aussi important qu'à dose très supérieure. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous interroge. Alors l'épigénétique, on peut le concevoir à différentes périodes de l'existence. Par exemple, vous voyez qu'un même génome, dans le cas des clones, va pouvoir aboutir à des individus complètement différents. Regardez Laurel et Hardy, ils ont 20 kg de différence, le même génome, mais des mères porteuses différentes. Donc, un environnement in utero différent, un épigénome différent. Plus tard, regardons chez l'homme des différences épigénétiques au cours de l'existence chez des jumeaux monozygotes va se manifester par des marques épigénétiques, méthylation de l'ADN, acétylation d'histone, complètement différentes d'un jumeau à l'autre. Et la seule différence, eh bien, c'est l'environnement, c'est l'épigénome. Alors, il y a des différences importantes si l'exposition survient chez la femelle ou chez le mâle. Si elle survient chez la femelle, la F0 va être exposée, bien sûr. Vont être exposés également les fœtus au cours de la gestation, F1, mais vont également être exposés à l'intérieur des futurs testicules et ovaires, les cellules germinales primordiales qui vont donner naissance ensuite aux petits-enfants. Donc on comprend qu'on est en multigénérationnel chez la mère, F0, chez les enfants F1, mais aussi chez les petits-enfants F2. On passera en transgénérationnel, c'est-à-dire survenu du phénotype en l'absence d'exposition, uniquement à partir de F3. C'est différent lorsque c'est le mâle qui est exposé en premier, F0. Donc le père, bien évidemment, est exposé, ses spermatozoïdes aussi, mais à partir d'F2, c'est-à-dire dès les petits-enfants, on va passer en transgénérationnel. Alors par exemple, un régime maternel très riche en graisse, régime très gras qui va être débuté avant la conception, eh ben, va avoir des effets très précoces, des effets qui peuvent être visibles, regardez au niveau des cellules qui entourent le blastocyste, avec une modification de l'expression des gènes dès le tout début du développement embryonnaire. Et puis plus tard, on va également avoir une réponse placentaire avec un effet sur le fonctionnement du placenta qui va être différent selon le sexe. Rappelez-vous, on l'a vu, dimorphisme sexuel. Le fœtus lapin mâle va être atteint, dyslipidémique, alors que le fœtus femelle sera indemne parce que le placenta aura joué son rôle de filtre. Si on débute ce régime maternel très gras avant la puberté, que voit-on? Eh bien, on va avoir un effet sur la puberté avec une accélération de la perte folliculaire, une diminution du nombre des follicules en trop,
un effet sur la croissance fœtale qui va être réduite, mais aussi un effet sur le poids de naissance des petits et même sur leur fonction de reproduction. Chez la fille, une accélération de la perte folliculaire et chez le mâle, une diminution du poids des organes reproducteurs et une diminution du taux de testostérone. Mais il n'y a pas que le régime hypergras. L'exposition à la pollution, au diesel et au plastique va avoir un effet sur la mère F0 gestante, avec un effet, regardez, qui va se transmettre via la lignée mâle, et on parle d'épimutation spermatique. Et en effet, on va avoir une transmission transgénérationnelle épigénétique de l'obésité, mais aussi de l'infertilité masculine, grâce, ou plutôt à travers, des épimutations spermatiques. Et le stress. L'étude RAIN est extrêmement informative parce qu'elle nous montre que les hommes qui sont exposés à plus de 3 événements stressants tout début de grossesse vont avoir une réduction importante de 36% du nombre total de spermatozoïdes, de 12% de leur mobilité et de 11% du taux de testostérone. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un stress qui survient très précocement au cours de grossesse, entre 0 et 18 semaines d'aménorrhée, alors c'est un gros stress, hein, décès, chômage, divorce, déménagement, et ça survient quand même dans 63% des cas, mais pas un stress tardif au-delà de la 18 semaines, va être associé à une altération des fonctions de reproduction chez le fils à l'âge de 20 ans. Alors finalement, ce poids de naissance, il est important. Ce poids de naissance, chez l'homme, il est important parce qu'il a un impact sur le développement du testicule et de l'ovaire, sur le bilan hormonal, sur la puberté, sur la fertilité. Il est impliqué notamment dans la survenue des troubles de l'ovulation, du syndrome des ovaires polykystiques, de l'endométriose. Et il est également important chez l'homme, puisqu'un poids de naissance trop faible va avoir un impact sur le nombre de spermatozoïdes et même sur la qualité de l'ADN des spermatozoïdes. Et puis, il aura également un impact sur l'âge de survenue de la ménopause, avec un âge plus précoce lorsque les poids de naissance sont extrêmes, c'est-à-dire moins de 2,5 kg et plus de 4 kg. Et l'homme dans tout ça? Et oui, lorsque le futur père est directement exposé, on peut avoir un impact sur la santé des descendants. Ainsi, un régime déséquilibré en lipides ou en protéines va avoir un impact sur la santé métabolique et la santé reproductive des descendants, et ce de façon différente chez le garçon et chez la fille et sur plusieurs générations. Alors ça, c'est ce que nous disent les modèles animaux. Et chez l'homme, a-t-on des données? Oui, grâce à Adélaïde Soubry, nous avons maintenant des données et l'on sait que l'obésité paternelle est associée à un défaut de méthylation de certains gènes soumis à empreinte, notamment avec des données qui sont visibles, objectivables dans le sang du cordon des nouveau-nés. Et on a même des signatures épigénétiques portées par le spermatozoïde qui sont différentes selon le surpoids, l'obésité, selon l'alimentation ou la présence de perturbateurs endocriniens. Et ces signatures épigénétiques portées par les spermatozoïdes vont permettre la transmission aux générations suivantes. Alors oui, il y a plein de facteurs qui peuvent apposer cette signature épigénétique. On en a vu certains. Il y a également la pollution, le diesel, le stress, la chaleur ou le froid, même certains types d'odeurs. Et ça va se manifester comment? Eh bien, premièrement, on va avoir un impact sur des anomalies qualitatives et quantitatives des spermatozoïdes. Et on sait aujourd'hui que certaines causes d'infertilité masculine idiopathique, c'est-à-dire inexpliquées jusque-là, peuvent être liées à des anomalies de la méthylation de l'ADN porté par les spermatozoïdes. L'autre effet, c'est la transmission aux générations suivantes de ces marques épigénétiques avec la survenue de problèmes de santé à la génération suivante. Et par exemple, la Société européenne de cardiologie nous dit qu'il y a un surrisque de maladies cardiaques congénitales chez les enfants lorsque le père consomme de l'alcool dans les 3 mois précédant la conception. Il n'y a pas que les risques sur la qualité des spermatozoïdes et sur la fertilité, ni sur les malformations et le fonctionnement du cœur, mais vous voyez qu'on peut également avoir un impact sur le fonctionnement du cerveau, sur le fonctionnement du pancréas, sur l'obésité ou la survenue de cancer. Alors au final, c'est vrai que le comportement du futur père a un impact non seulement sur la fertilité, mais également sur la santé des générations suivantes. Alors, est-ce qu'il faut intervenir? La réponse, c'est oui, parce que si on ne fait rien, eh bien, on va exacerber encore les altérations. Et chez les fils nés de pères obèses, un environnement postnatal obésogène va encore aggraver la situation. Alors, agir quand? Idéalement, bien sûr, à l'acte 1, puisque la seule activité physique du père obèse va restaurer chez le fils
la régulation du glucose et de l'insuline par les cellules bêta du pancréas et va normaliser les marques épigénétiques. Bon, parfois, cet acte 1, on n'y a pas accès, mais il n'est jamais trop tard et ça, c'est le message clé. Et l'acte 2, bien sûr, peut être l'occasion d'intervenir. Et par exemple, chez les fils nés de mère obèse, eh bien, la seule activité physique du fils, cette fois, va améliorer le stress oxydant-testiculaire, améliorer la qualité des spermatozoïdes et leur fertilité dans un modèle animal. Alors, quand intervenir chez l'homme? Idéalement dès la préconception, et il existe un modèle aux Pays-Bas extraordinaire, ça fait 20 ans que l'équipe de Régine Erik Stigers-Tunissen travaille sur cette plateforme web pour accompagner les futurs parents, améliorer les facteurs de vie dès la période périconceptionnelle avec un tuto, un questionnaire en ligne, un score nutritionnel et un coaching personnalisé online de 6 mois. Alors pour conclure, en 3 chiffres, 100 ans, 100 ans de développement, c'est 3 générations, les grands-parents, les parents, les enfants, sans oublier bien sûr le père. 1000 jours, les 1000 premiers jours qui sont essentiels, 9 mois de vie in utero, 2 premières années pour agir, et 100 jours pour se préparer, préparer ses futurs spermatozoïdes et ses ovocytes à la grossesse. Et je vous remercie de votre attention.